Chers amateurs de thé francophone, bonjour. Alors que vous soyez en France, en Belgique, en Suisse, en Hollande, au Canada, au Québec, à Andorre, au Liechtenstein, partout dans le monde, bienvenue à ce nouveau petit cours de Tea Masters. Et aujourd'hui, j'ai l'occasion de vous parler d'un sujet un petit peu inhabituel pour moi. C'est le thé et le zen, hein. Si vous suivez un peu mon blog, depuis maintenant, ça fait 16 ans que j'écris un blog sur le thé. Donc si vous suivez mon blog, vous verrez que je parle en fait assez rarement de zen et de méditation, bien de bouddhisme, alors que il y a beaucoup de gens qui font le lien un peu plus naturellement entre les deux. Et en fait, c'est un sujet qui m'a été proposé cette semaine par un lecteur. Et donc, je me suis dit, tiens, vu qu'on me le demande, c'est qu'il y a un intérêt. Et c'est pour ça que j'ai choisi de vous en parler. Alors, euh, comme d'habitude, pour ces cours, l'idéal, c'est toujours de commencer par un saut dans le temps, un rappel historique sur nos, notre sujet, le thé et le zen. Donc pour le thé, ça va être assez rapide, hein. J'avais fait un cours sur le, le thé et les Tang, hein. Donc en fait, le thé vraiment a commencé durant la dynastie Tang avec Lu Yu, qui est son classique du thé, qui a défini ce qu'est le thé d'un point de vue euh, pratiquement agricole et comment il est produit et ensuite comment on peut le préparer durant la dynastie Tang. Et à cette occasion-là, en redéfinissant plus clairement ce qu'est le thé, il a même redéfini le caractère chinois pour écrire cha. Avant c'était euh, doux, maintenant c'est devenu cha. Donc ça, cette grande révolution sur le thé, en fait, elle est arrivée durant la dynastie Tang. Avant, le thé était toujours bouilli avec d'autres ingrédients. C'était un petit peu une soupe euh, épicée. Alors que vraiment, c'est à partir des Tang que le thé a été euh, rapidement cuit, euh, presque seul, juste avec un tout petit peu de sel, mais à peine bouilli, donc l'eau venait à ébullition, et puis on rajoutait du thé réduit en poudre avec un petit peu de sel et qu'on servait assez rapidement dans des bols. Donc ça c'est un petit peu pour fixer le début vraiment du thé. Et le zen. Alors le zen, ça nous vient du bouddhisme, hein. Le zen, en fait, c'est un mot japonais, mais qui reflète en fait un mot chinois, Zhan, hein, le bouddhisme Zhan, euh, qui lui a été développé durant aussi la période Tang. Alors le bouddhisme, il est apparu en Inde il y a 2500 ans environ, mais il n'a été introduit en Chine qu'à partir du 1er siècle de notre ère, et ça s'est fait assez graduellement, parce que en Chine il y avait déjà le confucianisme et le taoïsme, deux philosophies qui elles-mêmes étaient déjà en concurrence l'une avec l'autre, parce qu'elles véhiculaient un peu d'autres types de valeurs. Alors quand ces deux doctrines chinoises voient une doctrine étrangère, le bouddhisme, arriver, elles n'étaient pas forcément, elles n'étaient pas tout à fait d'accord de lui laisser la place, et elles ont mis un peu de temps à l'accepter. Il y a eu une civilisation, donc une adaptation progressive du bouddhisme au monde chinois, au concept chinois. Et on peut dire en fait que le bouddhisme Zhan, hein, il s'est développé à partir également d'une école spécifique du bouddhisme, le bouddhisme Mahayana. Donc là, je l'ai écrit parce que ce sont des mots un petit peu difficiles à prononcer. Euh, et donc cela s'est également passé durant la période Tang. Donc ça c'est vraiment intéressant de voir que le thé et le bouddhisme Zhan
se sont développés deux concerts en parallèle durant cette dynastie qui est l'une des plus belles, les plus créatives de toute l'histoire de Chine. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore dire d'autre? Le bouddhisme, en fait, pendant très longtemps, s'était développé autant au nord qu'au sud, mais avec un petit peu des variantes, hein, avant la période Tang. Au nord, c'était plus une question de dévotion, de rite et de moralité, alors que dans le sud, là où on va plus boire le thé, le bouddhisme était toujours un peu plus spirituel et intellectualisé, en fait. Donc ça va également un petit peu jouer sur le fait que ce soit ce bouddhisme Tsan qui finalement va se développer durant la dynastie Tang. Alors, quelques mots encore un petit peu sur c'est quoi en fait ce bouddhisme Tsan, comment le résumer en quelques mots. Les Chinois, ils sont toujours assez concis durant la période Tang, hein. Il suffit de voir un petit peu les poètes, hein, les poèmes de cette période, de Li Bai, ou bien Wang Lei ou Du Fu. Ce sont toujours des poèmes très courts où dans chaque caractère il y a beaucoup de sens. Et donc pour le bouddhisme Tsan, on peut un peu résumer ça par, alors, attention, Mingxin Jian Xing. Ça, ça veut dire faire la lumière dans son cœur pour voir la nature du Bouddha. Donc c'est un petit peu l'idée de le processus du bouddhisme Tsan, c'est purifier son cœur, arriver à une introspection, un travail sur soi où on ne pensera plus à rien, vraiment être dans un état complètement pur, absent de tout sentiment, de toute idée, de toute réflexion, et ainsi arriver à un éveil qu'on veut dans le sud plutôt subi, alors que dans le nord on pense que ça va plutôt être graduel, et voir ensuite la nature du Bouddha. Donc voir des choses qu'on ne peut pas voir avec les sens habituels, et ne pouvoir les voir rien qu'avec cette pleine conscience qu'on a en arrêtant de penser et en écoutant son cœur simplement. Donc c'est un petit peu cela le bouddhisme Tsan, c'est beaucoup de méditation, beaucoup d'exercices de purification de soi, et parce que donc là on essaie de chercher un salut, ou bien de chercher une voie, comme diraient les taoïstes, qui est intérieure, hein. Donc l'idée c'est que le Bouddha est en soi, et donc qu'on a la possibilité d'arriver à cet absolu en s'écoutant soi-même, et en arrêtant de penser, en faisant le vide. Hein, car en fait, pour définir c'est quoi le Bouddha, on ne peut pas le définir par des mots positifs, on peut juste dire ce qui n'est pas, hein. Ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela, c'est une espèce de vacuité, et encore c'est même la vacuité, ça se définit plutôt par l'absence de, de choses. Donc il est toujours défini de manière assez indirecte, cet état qu'on veut obtenir. Alors il y a un petit peu aussi deux écoles. Donc dans le nord, on pense que plutôt que des exercices réguliers, que c'est un petit peu comme un apprentissage, que plus on s'entraîne, plus on va arriver vers cet état d'éveil.
alors que dans le sud, il y a un petit peu plus cette idée presque folle de dire ah, on peut arriver à un éveil brutal, un éveil spontané, pas besoin de méditer pendant des années. Il se peut qu'à votre première méditation, si vous êtes vraiment fort, si vous êtes vraiment bon, paf, vous arriviez à avoir cette illumination, cet éveil. Euh, donc c'est une spiritualité interne, euh, introspective, et on voit qu'elle est assez universelle. Finalement, pourquoi le taoïsme et le confucianisme ont fini par un petit peu accepter ce bouddhisme Tsan, ce bouddhisme redéfini par les Chinois, c'est qu'en fait on peut s'écouter soi-même, qu'on soit chrétien, athée, musulman, enfin, qu'on soit socialiste, capitaliste, qu'on soit esquimau ou bien africain, il n'y a euh, aucune euh, règle qui vous dit oh, il faut suivre tel dieu, euh, telle voie, tel leader à l'extérieur de vous. En fait, il s'agit toujours de euh, se purifier soi-même et de sentir ce qu'il y a dans son cœur. Donc, c'est une pratique très universelle que tout le monde peut pratiquer. Euh, et on voit donc que cette pratique a son origine durant la période Tang. Les monastères de bouddhisme Tsan vont proliférer, notamment dans le sud de la Chine. Et là-bas, ils vont également en profiter pour être autosuffisants. Ils vont surtout s'installer dans des zones montagneuses, parce que dans les montagnes, ce sont des zones plus difficiles à cultiver, et donc il n'y avait pas de taxes aussi importantes que sur les terres agricoles qui donnent beaucoup de blé, comme dans le nord, qui sont très faciles à cultiver. Et donc, c'était une manière d'un petit peu d'échapper à la pression d'un gouvernement qui vous impose de travailler pour vous, qui vous impose de payer des impôts. Euh, et donc, dans les montagnes, en fait, c'était des très bonnes conditions pour planter le thé, parce que le thé profite d'être cultivé en plateau, euh, et pour qu'il y ait un certain drainage, hein, pour que les pieds des théiers ne soient pas trop dans de l'eau, mais que l'eau s'écoule assez rapidement. Et donc, et en plus dans les montagnes, euh, ça va être plus aride, plus rocheux, et on sait que la minéralité de la terre va bien aider à faire des arômes plus longs, plus puissants en bouche pour le thé. Donc, donc depuis ce temps-là que on trouve beaucoup de plantations, de jardins de thé autour des monastères, parce que le thé, en fait, pour les moines, avait vraiment plusieurs fonctions. D'abord, la fonction de l'éveil, hein, être pour méditer. Donc, il s'agit de ne rien faire, de ne penser à rien. Donc, la méthode la plus simple, c'est encore la respiration et de penser un petit peu de se concentrer sur sa respiration intérieure, inspiration, expiration. Et forcément, quand on est dans cette position-là, qu'on ne fait que respirer et inspirer, euh, on peut facilement s'endormir. Et le thé permettait de rester plus en éveil. Donc ça c'est quelque chose qui était intéressant pour les moines déjà, de ne pas s'endormir pendant leurs longs exercices de méditation où ils espéraient atteindre cet éveil subi ou progressif. En plus, le thé,
permettait également de remplacer le vin, l'alcool qui était quand même assez dominant dans cette époque en Chine. Et le vin, lui, va plutôt vous donner un esprit un peu plus brumeux, moins clair, donc à l'opposé de cette idée de purifier son corps, purifier son cœur et son esprit. Donc beaucoup de moines vraiment étaient contre l'alcool et trouvaient que le thé était une très très bonne manière de le remplacer. Et moi j'ajouterais encore que certains thés vont vous donner également cette impression de grande pureté et ce choc un petit peu électrique. Waouh, là je découvre quelque chose qui est d'une pureté, d'une beauté parfaite et qui ressemble, et ça c'est un espèce une sensation proche de cet éveil subi que cherchent justement les moines. Et c'est pour ça, pour accompagner maintenant ma leçon, je vais faire un pu'er, gushu, d'arbres du Jiangcheng, dans le Xishuangbanna, et des arbres qui ont environ au moins 500 ans. Alors ça c'est celui de 2017 de ma galette dont j'ai encore un bout ici. Je viens très facilement de prendre quelques feuilles. Là vous voyez une moitié de galette environ. Une petite galette. Très douce maintenant. Et pour préparer ce thé, je me suis également inspiré de la dynastie Tang en choisissant cette théière en argent dorée sur l'extérieur. Alors pourquoi dis-je que c'est une inspiration de la dynastie Tang? Parce que dans les années 1986, à la pagode Famen, qui est la pagode officielle de la dynastie Tang, où les empereurs allaient rituellement faire leur prière, on a découvert, les archéologistes chinois ont découvert une cache où les empereurs avaient préservé une quantité d'objets à la fois religieux et de thé. Et parmi ces, ils avaient été exposés à Taipei, au musée d'histoire. Il y a quelques années, j'en avais même parlé dans mon blog, j'ai pris quelques photos. Il y avait notamment cette photo de cet objet-là, si peut-être vous vous rappelez. Donc c'est une meule pour écraser les feuilles de thé vert et les faire en poudre et les moudre en poudre afin ensuite de les bouillir rapidement. Et on peut voir que c'est un objet fait en argent avec des décorations en or. Voilà. Et parmi les autres objets, là par exemple voici ici là où on préservait le sel. Tout à l'heure je vous ai dit que pour faire le thé du dynastie Tang, on a ajouté un petit peu de sel. Voici la beauté du réceptacle dans lequel on gardait le sel, et on prenait également ensuite une longue cuillère en argent pour déposer ce sel dans le chaudron pour préparer le thé. Donc l'idée avec cette théière en argent or, c'est de renouer avec cette magnificence de la dynastie Tang, notamment des objets de ces empereurs qui vraiment savaient utiliser les métaux les plus précieux, les plus purs, parce que l'argent va très bien conduire la chaleur et va également purifier l'eau, et donc ça nous donne des arômes très purs.
toujours dans cette idée de purifier le cœur pour voir le Bouddha. Et pourquoi ce thé? Donc de nouveau, là c'est l'idée d'avoir un thé puissant qui va m'empêcher de dormir, mais non seulement il va m'empêcher de dormir, mais il va être tellement éblouissant que j'aurais presque l'impression de vivre une expérience proche d'une expérience spirituelle en fait. Et ça sent vraiment très très bon déjà. Et on a ça surtout avec les pu'er gushu, donc qui sont des vieux arbres qui poussent naturellement dans les forêts du Yunnan, qui ont appris à se défendre parce que les feuilles de thé sont quand même des feuilles délicieuses que tous les insectes aiment bien manger. Donc il faut vraiment être très fort pour arriver à les protéger. Et les thés gushu, pu'er, sont les thés les plus concentrés en arômes, tellement concentrés qu'on arrive à les conserver sans les mettre dans des jarres. On peut même pratiquement les garder à l'air libre. Ça montre bien à quel point ces thés sont puissants. Et donc maintenant, je vais essayer de mettre un peu plus en mode méditatif également, plus doux, plus lent, en essayant de faire des gestes plus par automatisme qu'en y pensant. Je modifie un petit peu le couvercle. Voilà. Il y a un petit trou dans le couvercle qui permet l'appel d'air. Et le truc, c'est qu'il faut le mettre vers l'arrière. Sinon, l'eau va l'obstruer et à ce moment-là, le thé ne sort pas. Ou bien l'eau ne sort pas. Je n'avais pas fait attention. On va réchauffer l'eau. C'est vraiment bien chaude. Vraiment très peu de feuilles, hein, parce que c'est un thé très très puissant. Et dans la théière en argent, tout sort, tous les arômes sortent. Allez. Mais d'un autre côté, on a envie d'une expérience un peu particulière, alors on y va. Donc l'idée pour le bouddhisme Zen, c'est d'arriver vraiment à une expérience qui vous redéfinisse et qui soit
quelque chose de l'ordre du spontané. Et comme elle est vécue, elle est beaucoup plus euh, puissante et importante qu'une expérience communiquée par des mots. Donc il faut que ce soit de l'ordre vraiment du vécu, car on a du mal à définir quelque chose d'infini comme le Bouddha donc par des mots. Hein, bien, la spiritualité c'est tellement forcément donc hors de notre monde qu'il n'y a pas de mots dans notre monde pour définir ce qu'on peut ressentir. Voilà. Bon, là, on est vraiment dans le Ucha, donc un thé euh, tellement particulier, tellement bon, que quand on le boit, on ne remarque même pas qu'on boit du thé. Hein, c'est comme si on buvait de l'eau chaude. Par contre, il a cette présence qui semble très très longue, qui ne s'arrête pas en bouche. Donc même une fois qu'on a fini de boire, il est encore là et il a cette suavité, cette énergie en même temps. Euh, donc là, sur toute la langue, sur tout le palais, ça pétille. C'est vraiment très 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 intéressant. Mm. Mm. Et une très grande finesse parce que la plupart des produits que nous mangeons, que nous buvons, hein, dès que on l'avale, hein, ces produits-là, le plaisir disparaît. Avec ce thé, c'est carrément le contraire. Hein. Le moment où on l'avale, on le remarque même pas tellement. Il passe, mais, comme dans du beurre, hein, on le ressent à peine. Par contre, il se développe par après. Et donc, il est comme une présence simple, pure, réconfortante. C'est. Ouais, alors. Donc, à partir de ce genre d'expérience sensorielle qui provient du thé, il est possible de broder tout un discours New Age sur le spirituel, le thé, l'accord avec la nature, etc. Alors, c'est là où moi je suis un petit peu gêné, parce que ça c'est à chacun en fait euh, d'en faire l'expérience le ressenti de chacun va être différent. Et alors, quand on est seul chez soi, c'est bon, il n'y a pas la pression d'un groupe. Si on est en plus euh, dans une session avec un maître et puis plein d'étudiants, et puis le maître qui guide et qui vous dit tiens, maintenant vous devez sentir ça et ça. Alors, il y a aussi une pression un petit peu sociale pour le ressentir. Il suffit qu'on soit soi-même euh,
un petit peu enrhumé pour qu'on n'ait pas autant de sensations. Euh, et pareillement, ça me fait aussi penser au fait que maintenant pour bien ressentir ce thé, ça aide également beaucoup d'être calme, méditatif et de ne pas faire d'autres 36 choses à la fois. Bon là je fais ma classe YouTube, ça me déconcentre un petit peu d'une certaine manière si je n'avais pas ce téléphone et cet écran en face de moi, je pourrais beaucoup plus penser à ce thé ou bien ne pas y penser. Mais mais bon, la pratique donc de la méditation va également avoir un côté positif dans le sens où elle vous permet de faire abstraction de tout le reste euh, et de vous concentrer sur juste ce que vous ressentez. Hein, donc même si on n'est pas bouddhiste, le fait de vouloir bien faire son thé et euh, et d'écouter ce qu'on ressent, parce que si on ne le fait pas, on va ressentir moins, parce que le thé c'est quelque chose quand même de très très fin, avec des impressions beaucoup plus subtiles que pour de l'alcool fort ou bien pour quelque chose de sucré. Hein, là, le thé c'est quand même 99% d'eau et juste un tout petit peu, un petit pourcent d'autres substances. Mm. Mm. Donc le fait d'être calme, concentré, euh, c'est bénéfice, c'est tout bénéfice pour l'expérience qu'on va avoir du thé. Donc c'est pas forcément une expérience spirituelle, ça peut le devenir si on est intéressé, euh, mais par contre du coup, euh, là je vous ai expliqué quelques grands principes du bouddhisme, alors que et j'ai fait ça grâce à l'histoire de la pensée chinoise d'An Chen, un livre que je vous recommande si vous voulez en savoir plus sur les trois doctrines confucianisme, taoïsme et bouddhisme chinois. Euh, et sinon, il y a également Tea in China de euh, Monsieur Ben, qui a également fait un livre sur le thé en Chine à la période des Tang, où il a également remarqué ce parallélisme entre le bouddhisme et la pratique du thé. J'essaie de mettre des références. Et il y a également, en fait, si vous voulez aller plus loin dans le bouddhisme zen ou Tsan, en France, il existe un super endroit, le village des pruniers, Plum Village, euh, où beaucoup euh, de gens vont pour faire des retraites et apprendre des méthodes de méditation. Euh, et ils ont également un très bon site web. Leur maître fêtera demain ses 94 ans, un maître originaire du Vietnam. Et un grand nombre de personnes de ce village en fait sont des gens avec qui je suis en contact assez régulièrement pour le thé. Et s'ils me suivent sur cette vidéo, je les salue bien fort en leur remerciant de leur soutien réciproque. Et je suis très heureux de euh, tous les, toutes les interactions que nous avons pu avoir. Hein. Certains de ces moines sont même venus à Taïwan et j'ai pu en rencontrer. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur de savoir que mon blog m'a permis également d'inspirer ces personnes qui sont allées vers une vie monacale bouddhiste.
Et donc, si vous êtes intéressé par la méditation, je vous recommande plutôt d'aller euh, suivre des conseils de gens qui sont experts en méditation plutôt que des experts en thé. Alors, si vous avez des questions de thé, c'est pour moi. Si vous avez des questions de méditation et de bouddhisme, je dirais c'est pour eux, ou bien pour d'autres monastères. Mais l'idéal en fait, si vous êtes en France ou dans le monde francophone, c'est le village des Pruniers qui est, d'après moi, une institution assez unique en son genre dans le monde occidental, plumvillage.org. Et d'autres et plein de gens qui sont issus de ce village et qui ont suivi un peu ces cours, ont continué également à donner des cours de méditation. Je pense notamment à José. Donc j'essaierai également de mettre sa chaîne de YouTube en lien. Euh, voilà. À la vôtre. Voilà, donc la relation entre le thé et le zen, vraiment, elle s'est développée durant la dynastie Tang, grâce à euh, vraiment cette créativité folle qui s'est passée en Chine à ce moment-là, où on a à la fois le développement d'un nouveau bouddhisme chinois, le bouddhisme Zhan, qui est devenu le bouddhisme zen au Japon, qu'on connaît maintenant sous ce nom-là en Occident, et en même temps la nouvelle pratique du thé introduite par Lu Yu, euh, et donc le thé utilisé par les moines bouddhistes pour être en éveil, et également peut-être pour aider à, à arriver à cet éveil subi, un petit peu comme euh, dans les années 70, les hippies prenaient du LSD pour arriver à un niveau supérieur. On va dire les moines bouddhistes prenaient du thé également pour arriver à cet état second. Bien, en fait, plutôt pas. Au lieu que ce soit un état second, ce soit vraiment un état premier hyper pur. Donc, pas du tout pollué par des produits chimiques nocifs et nauséabonds et addictifs, mais par le thé, un, un produit qui est complètement naturel, mais avec lequel on a à la fois du bien-être dans les papilles, c'est ça qui nous intéresse d'habitude, mais également une clarification de l'esprit. Et, et euh, ce, comment dire, ce parallélisme, en fait, c'est cet accompagnement du thé et du zen, donc a continué après la dynastie Tang. Au niveau de la dynastie Song, on voit également que c'était très spirituel, la façon de préparer le thé. Cette spiritualité s'est un peu transférée dans la préparation japonaise du matcha. Euh, pour les Ming, ensuite, la préparation du thé, ça a été simplifié. Pareil pour la préparation du Chaozhou Gong Fu Cha, on parle beaucoup moins de spiritualité. Donc du coup, maintenant que certains maîtres de thé commencent à s'habiller de nouveau un petit peu comme des moines, ou bien comme avec des vieux habits chinois, euh, il y a un côté un petit peu anachronique qui était presque passé de mode. Et il faut un petit peu se méfier parce que à Taïwan, on a eu il y a quelques années un petit scandale où les médias ont trouvé qu'un de ces maîtres qui aimait justement très à faire le lien entre le thé et la spiritualité, que non seulement il gagnait tellement d'argent qu'il pouvait se payer des très, très grosses voitures. Je crois qu'il a même ouvert une boutique en Belgique. Et cette personne-là, en fait, les thés qu'il vendait, des thés très anciens et donc très chers, n'étaient pas aussi anciens qu'il le prétendait, parce que notamment un thé
Il devait être de la période Qing, et des analyses chimiques ont montré qu'il contenait des pesticides qui n'avaient été inventés qu'après la Seconde Guerre mondiale. Donc c'était impossible que ce thé-là fût de la dynastie Qing, et donc qu'il ait plus de 100 ans. Mais bon, donc il faut toujours se méfier un petit peu des gens qui essaient d'utiliser la spiritualité pour vendre des produits. Il est normal un petit peu que le thé puisse aider à une voie spirituelle, ce n'est pas obligatoire. C'est un petit peu comme ça que moi je le prends, c'est une affaire très personnelle, mais pour moi c'est plus un plaisir gustatif qu'un produit de spiritualité. Et si on veut la spiritualité, vraiment l'idéal c'est d'aller vers des professionnels, des moines, des gens qui ont vraiment consacré toute leur vie à cela. Voilà ce que j'avais à en dire pour aujourd'hui. Je vous remercie comme d'habitude pour suivre ce cours, pour les likes que vous mettrez. J'ai noté notamment que la semaine dernière, mon cours en anglais, j'avais 4 ou 5 likes et 0 en français, alors que cela ne se reproduise pas. Sinon, j'arrêterai les cours de français. Ah, attention, je vais sévir. Hein. Alors, je sais que vous êtes un peu moins nombreux que les anglophones à me suivre, et c'est après tout normal, il y a moins de francophones dans le monde que d'anglophones, mais cela ne vous empêche pas de faire des likes, merci, et notamment quand cette vidéo sera sur YouTube, abonnez-vous à la chaîne, continuez de lire mes blogs, d'aller sur Instagram, et si vous manquez de thé, n'hésitez pas à me passer commande. C'est la meilleure façon de faire vivre ces classes et ma petite activité. Voilà, passez un bon week-end. Hein. Aujourd'hui c'est la fête nationale de Taïwan, j'en profite pour lui souhaiter un bon anniversaire. Hein. C'est le 10 octobre. Joyeux anniversaire, République de Chine. Allez, salut.